Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Son livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Chapitre 3. Le domaine du rêve. Le domaine de l'après-vie permettrait de s'orienter vers des dimensions d'activité totalement différentes. Notre focalisation dans la vie quotidienne physique ne nous permettrait pas de prendre en considération les événements particulièrement déroutants qui sont établis au cours de nos rêves. Aussi notre réflexe est-il de les considérer comme hallucinatoires. Il semblerait, pourtant, que les rêves soient un moyen supplémentaire d'agir sur les limites de la conscience. Dans le monde du rêve, les conditions de fonctionnement de la conscience ne sont plus focalisées sur les réalités du physique. Il existerait un délai entre la conception d'une idée et sa construction, dans la vie physique. Dans le spirituel, il n'y aurait pas de délai entre la conception et la réalisation. La créativité serait immédiate. Il y aurait différents plans d'activités et une multidimensionnalité d'intervention de la conscience. L'après-vie physique contiendrait les mêmes ingrédients de plénitude que ceux contenus dans la vie physique. Cependant, les idées préconçues concernant les différentes cultures et leurs diverses positions à l'égard de l'après-vie sont souvent des freins empêchant d'accéder à une plénitude post-mortem. Une conception trop intransigeante des dogmes établis ne permettrait pas une suffisante compréhension de la conscience pouvant se situer dans une autre de ces dimensions. Il conviendrait, au contraire, d'être beaucoup plus perméable spirituellement, afin d'être plus ouvert à des idées nouvelles et sans doute incompréhensibles pour la majorité des humains. L'entrée dans l'univers spirituel, au moment de ce que nous définissons être la mort, ne peut être efficient qu'à partir de l'instant où nous en acceptons sa réalité. Les conceptions d'irrationalité du physique seraient répercutées dans le spirituel. Autrement dit, le spirituel constituerait une continuité du physique. La progression de la conscience ne pourrait résulter que de l'acceptation et de la compréhension des dimensions exponentielles du spirituel. Les environnements que nous aurions à rencontrer dans l'au-delà seraient déjà présents ici, dans le physique. Des méthodes internes de perception fonctionneraient déjà, qui permettraient de se familiariser avec les conditions de vie, de l'après-vie. Pour comprendre ces différences d'état, il suffit de se remémorer son enfance pour se rendre compte qu'elle était une période préparatoire à la vie d'adulte. Les successions de vie seraient des périodes transitoires comparables à celles de l'enfance. Il conviendrait de considérer que les expériences différenciées de sexualité suivent aussi une logique. La conscience individuelle se valoriserait à partir des diverses expérimentations. De la même façon que les objets physiques de notre univers tridimensionnel ne sont ni permanents ni figés, notre conscience ne le serait pas non plus. Pourtant, il semblerait que la combinaison de pensées, d'émotions et de désirs puisse définir des formes, constituées d'énergie. Certaines perceptions, très aléatoires et réalisées en certains lieux, sous certaines conditions particulièrement propices, seraient des apparitions que nous appelons fantômes. Il s'agirait de constructions physiques qu'il conviendrait d'appeler secondaires. Des entités, perturbées par leur nouvel état et ne l'acceptant pas, pourraient se trouver ainsi en situation de déshérence. Notre incompréhension de telles réalités résulterait de notre impossibilité à concevoir la conception de la conscience, indépendante du physique. Il nous est particulièrement difficile d'imaginer les ramifications qui peuvent exister entre le physique et le spirituel. Toutefois, certaines cultures sont plus aptes que d'autres à prendre en considération les manifestations autonomes de la conscience. Dès la prise en considération des changements d'état, du physique vers le spirituel, se poserait la problématique de la continuité de l'action expérimentale. Les variétés d'expériences apparaîtraient de façons exponentielles. 3 zones s'appliqueraient d'abord, en guise de choix. La première possibilité consisterait en la reprise d'une activité physique. C'est-à-dire une métempsychose, qui serait la reconduction dans une vie carnée, soit un retour dans le physique. La seconde consisterait à continuer à utiliser les ingrédients de la dernière vie, comme matériel ou matériaux, servant de base à une nouvelle expérimentation. Elle permettrait d'établir des variations sur les événements déjà connus.
La troisième possibilité consisterait à supprimer toute possibilité de retour dans le physique. Une vie organisée autour du passé, du présent et du futur, à partir de cette apparente logique, conduirait à la métempsycose. Une vie, principalement intuitive, qui s'organiserait à partir des processus associatifs, conduirait à adopter un système de probabilité sans le concours à la métempsycose. Cette probabilité ne serait accessible qu'aux entités ayant déjà pu accomplir la totalité de leur développement par différentes métempsycoses. La possibilité d'une totale suppression au recours à la métempsycose ne serait accessible qu'aux entités procédant à la prise en considération d'une identité supérieure. Le choix ne serait possible qu'après la période d'auto-examen qui permettrait l'accès à tout l'historique du savoir de la conscience. Chaque personnalité posséderait son libre arbitre et sa propre cadence de progression. Des périodes de repos seraient établies entre chaque métempsycose. Dans notre mesure de temps, ces périodes n'excéderaient pas quelques siècles. Des cycles s'établiraient avec des possibilités de métempsycose collective. La réalité des vies successives existerait en simultanéité avec la vie présente. Les distances ne seraient que psychologiques et non traductibles en termes de distance dans le temps physique, qui serait, lui, tout à fait illusoire. Il y aurait de très grandes divergences de personnalité dans les différents cycles de métempsycose. Il existerait une interaction permanente des états précédents sur notre présent. Cependant, il semblerait que l'interaction puisse se réaliser dans les deux sens. Pourtant, dans notre conception linéaire de l'existence physique, ce concept ne nous est pas compréhensible, ni admissible. La notion d'échiquier pourrait permettre d'expliquer cette réalité. Sur un échiquier, chaque pièce a une valeur prédéfinie. Or, il suffit qu'une seule pièce soit déplacée pour que l'ensemble des valeurs de l'échiquier soit transformé. Non seulement chaque pièce change de valeur, mais la pièce déplacée change elle-même de valeur. Ce qui veut dire que chaque changement de valeur d'une pièce change les valeurs précédentes de l'échiquier. Si nous poussons notre examen plus en profondeur, à chaque changement de valeur du présent correspond un changement de valeur du passé, mais aussi et surtout à celui de l'avenir. C'est de cette façon que s'établit le champ des probabilités. Notre conscience, au fur et à mesure de nos changements, établit de nouvelles bases qui se répercutent sur le présent, sur le passé, mais aussi sur l'avenir. De la même façon que tout changement de valeur d'une pièce de l'échiquier a des répercussions sur son présent, son passé et son futur, notre conscience apparaîtrait tout aussi malléable. Le champ des probabilités, qui serait une conséquence et une fin des périodes de métempsycose, permettrait d'accéder à d'autres valeurs de la conscience. Les probabilités seraient indépendantes, mais comparables aux divers pouvoirs de la personnalité multidimensionnelle. Il s'agirait d'une expérience psychologique complètement différente pour ce qui concerne les événements, accompagnée d'une absence de la structure temporelle. Cette nouvelle réalité permettrait aux capacités intellectuelles et intuitives de fonctionner en liaison avec la conscience. Les structures de la personnalité seraient une orientation multiforme de la conscience. Le système de probabilité serait aussi complexe que celui de la métempsycose, et ce, malgré la simultanéité possible des deux ensembles. Il ne s'agirait nullement de zones de confusion, bien au contraire, puisqu'elles autoriseraient l'accès à des champs de défis et d'illumination. Du statut de forme-pensée, nous passerions à celui de pensée-forme, nous vivrions de l'intérieur vers l'extérieur. Quels que soient les choix établis, une planification serait organisée et ferait partie intégrante du développement par l'expérience, pendant toutes les périodes de repos. Chaque réalité individuelle serait unique, mais avec des configurations collectives. Pour ce qui en serait des notions de bien et de mal, il s'agirait là de concepts purement liés au monde physique. Par contre, ne voir que le bien en ignorant le mal, permettrait un plein épanouissement de la personnalité par une spontanéité bénéfique. Cette orientation permettrait une meilleure compréhension de la réalité. Les développements de la conscience seraient des zones normales de toute identité. Certains schémas, pris en considération, changeraient les structures de l'existence en accélérant la croissance psychique et spirituelle. Il y aurait une logique à chaque attitude, notamment dans les rapports avec les autres personnes, afin de rétablir l'ordre des expériences. Certaines relations peuvent perdurer de métempsycose en métempsycose.
Les différents passages, dans l'univers physique, pourraient être des passages obligés pour certaines personnalités, pendant que d'autres pourraient rayonner dans d'autres systèmes de réalité. Les vrais jumeaux, par exemple, obtiendraient des relations psychiques particulièrement fortes et persistantes. Les circonstances et les défis seraient choisis avant toute nouvelle métempsychose. Les règles seraient adaptées à chaque personnalité individuelle, selon ses convenances. L'expérience onirique permettrait un afflux des connaissances qui entraînerait une réaction compensatoire. L'étude du rêve se situerait à l'origine, dans la construction psychologique pour un fonctionnement psychique inconscient. L'espace onirique serait une nécessité épistémologique, qui permettrait de cerner et d'isoler l'inconscient pour en découvrir les propriétés. L'épistémologie serait une partie de la philosophie, qui aurait pour objet l'étude critique des postulats, principes non démontrés, utilisés dans la construction d'une théorie mathématique. Elle serait seule compétente pour décider si les cadres de référence du vrai correspondent aux cadres de référence du réel. Un équilibre particulièrement souhaitable devrait se réaliser, individuellement et collectivement, d'une manière créatrice. Une mémoire génétique d'événements psychiques du passé serait transposée dans le souvenir génétique des cellules composant l'organisme. Chaque métempsychose imposerait la configuration génétique des formes physiques précédentes. Un souvenir permanent constituerait l'héritage psychique propre à chaque identité. Une conscience propre à la matière existerait dans tous les constituants du physique. Les atomes qui composent un fœtus, dans le ventre de sa mère, auraient leur propre niveau de conscience. Cette conscience existerait en constituant physique de la matière et la formerait selon ses facultés intrinsèques. Le fœtus aurait ainsi sa propre conscience, inhérente aux composants constitués par les atomes qui le composent. Elle existerait déjà avant qu'une personnalité n'en prenne possession et se l'accapare. La personnalité, qui se métempsychose, intégrerait un fœtus en raison de ses propres inclinations, de ses caractéristiques et de ses objectifs. Aussi, rien n'obligerait la nouvelle identité à endosser la conscience en préparation, mais plutôt à l'utiliser comme référence. Il serait possible de comparer cet événement à la carte mère d'un ordinateur dont le programme spécifique à cette carte va permettre, d'abord à un important programme de base, normalement appelé « système d'exploitation », d'y être installé, puis ensuite de tous les programmes appropriés, nécessaires aux fonctions utilitaires du bon fonctionnement de cet ordinateur. Le processus serait graduel et déterminé par les précédentes métempsychoses et les caractéristiques affectives qui y seraient liées. La prise de possession du fœtus par la nouvelle identité se ferait de façon très aléatoire sans prédisposition particulière, soit à la conception initiale, soit en cours de construction, soit au moment de la naissance. La naissance, dans tous les cas, reste un choc psychologique d'une bien plus grande ampleur que celle de la cessation de vie d'un organisme physique en fin de parcours. La focalisation complète avec le nouveau corps physique peut ne se réaliser qu'au bout d'un certain temps, après la naissance. La nouvelle conscience correspondrait à l'élaboration prédisposée. Il serait possible de comparer la nécessité d'existence physique, par la nécessaire réalisation des solutions théoriques devant impérativement être mises en pratique. Cependant, différents champs de réalité et d'existence seraient accessibles en dehors de l'univers physique. Il y aurait des possibilités de choix qui se proposeraient en fonction de chaque conscience. Chaque conscience aurait sa propre échelle de valeurs et d'impératifs, où l'espace et le temps, considérés comme immuables dans le physique, n'auraient aucune incidence. Il y aurait de nombreux systèmes de réalité probables, dans lesquels les données physiques prédomineraient. Toutefois, elles ne constitueraient qu'une partie de l'ensemble. La personnalité, l'identité et la conscience existeraient dans des systèmes non physiques. Les infinies probabilités se situeraient dans d'autres trames de réalité multidimensionnelle. Chaque entité, obligatoirement multidimensionnelle, serait située au centre de possibilités infinies. Chacune serait une variété d'existences probables. Une ouverture multidimensionnelle de la conscience serait accessible. À l'instar des atomes et des molécules, leur activité ne nous serait perceptible que dans une zone de rythme vibratoire particulier. Il se pourrait que la conscience particulière ou collective puisse migrer vers d'autres contrées de notre univers physique. L'évolution mènerait vers d'autres systèmes mentaux. De nombreuses civilisations précédentes, dotées de formes de pensée plus avancées que la nôtre, se seraient succédées sur notre planète.
Parmi elles, il y en aurait eu qui profitaient de leur technologie pour vivre dans des zones souterraines. Elles se seraient développées malgré la présence de cultures plus primitives. Certaines d'entre elles seraient encore attentives à notre devenir. Certaines autres se seraient répandues depuis, dans d'autres zones de l'univers. D'autres encore auraient acquis des avancées technologiques, leur assurant une progression plus rapide dans leur système de pensée. Parmi toutes ces sociétés, certaines autres auraient délégué quelques-uns de leurs membres pour vivre avec les indigènes afin d'y faire évoluer la physiologie de ces tribus. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Chapitre 3. La religiosité. Les attributs accordés aux dieux, chaque religion ayant les siens, seraient inhérents aux humains eux-mêmes. L'éternité des dieux ne serait qu'un concept des humains. Les sectes religieuses institutionnelles, c'est-à-dire celles qui se situent dans l'organisation des prises de décision politiques des États, mais aussi toutes les autres, participent à des modèles d'organisation de la société humaine. Les religieux, c'est-à-dire toutes les personnes qui font du prosélytisme, d'une quelconque façon que ce soit, sont les responsables de leur culture religieuse réciproque. Leurs vérités ne sont pas des réalités. Leurs valeurs n'ont de vérité que pour ceux qui sont aptes à les admettre. Elles dépendent de chaque culture et à un instant précis. Les dogmes religieux sont des affirmations considérées comme fondamentales, intangibles et incontestables. Tout dogme, cohérent d'apparence, devient une idéologie, c'est-à-dire un système d'idées prédéfinies. Les dogmes existent à tous les niveaux de l'organisation sociale humaine et pas seulement chez les religieux. L'idéologie est un endoctrinement assorti des répressions nécessaires à son maintien. Lorsque les religions sont liées à un pouvoir politique, elles deviennent manipulatrices des masses populaires afin d'exercer un pouvoir sur elles. Les personnalités individuelles doivent comprendre les corrélations entrant en conflit avec leurs propres connaissances intuitives, à partir des nouveaux schémas de connaissances. La propulsion dans des nouveaux concepts serait particulièrement déstabilisante. Les croyances préétablies sont difficilement gommées. Pour ceux qui auraient plus de facultés d'adaptation, des décisions intuitives et soudaines seraient beaucoup plus rapidement exerçables. Chaque individu posséderait toutes les connaissances dont il aurait besoin, il lui suffirait de les mettre en pratique. L'intuition serait souvent le meilleur moyen d'y accéder. Il y aurait des expansions de conscience, aux proportions exponentielles, qui seraient accessibles à chacun. Il se trouve aussi que l'information intuitive n'est souvent recevable que par une intégrité propre à chaque personnalité. L'expansion de la conscience exigerait une intense honnêteté et une connaissance intime de la personnalité intrinsèque. La réalité n'est ni utilisable ni manipulable, elle est en soi. Les réalités auraient le degré d'organisation qui serait souhaité. À partir d'un champ expansionniste de perception, il suffirait de focaliser l'attention sur toutes les zones, sans distinction, pour pouvoir être efficient. Réussir à focaliser son attention sur les zones non perceptibles normalement, ouvrirait les champs d'une réalité non admissible. Cet inconvénient provient de la perception physique. Cette perception ne tient pas compte des environnements invisibles à nos sens physiques. De la même façon, une conscience, dont les mécanismes de perception seraient différents, ne percevrait pas les éléments physiques qui nous entourent. D'où cette déduction, difficile à notre compréhension, que ce que nous voyons de l'organisation physique, ne résulte que de nos pensées qui l'aperçoivent. En d'autres termes, nous maintiendrions cette organisation parce que nous la créons. Nous utiliserions les atomes et les molécules pour y transposer nos idées. Pourtant la matière physique, ne l'est, que lorsque nous la considérons ainsi. L'organisation ne serait que transposée de l'intérieur de la conscience vers l'extérieur qui serait le physique. Nous formerions d'instinct la réalité que nous connaissons. Cependant, lorsque nous quittons l'univers physique, il nous faut nous adapter ou nous réadapter à la non-perception de cette vérité vers une autre réalité, celle de la conscience. Évidemment, lorsque la conscience accompagne le physique, elle s'adapte à cette probabilité. La personnalité serait donc, de par ce fait même, située dans le domaine du multidimensionnel. L'identité dépendrait à la fois des concepts psychologiques et de la globalité des souvenirs. Quant à la conscience, elle s'accommoderait des réalités et des diverses dimensions adoptées en dehors des métempsychoses. Il convient pourtant, pour cela, d'être apte à pouvoir admettre notre existence dans d'autres dimensions.
Le voyage interne, en soi, par l'exploration de sa propre conscience, permettrait de découvrir l'unicité de cette conscience ainsi que celle des autres. La conscience ne se réaliserait pas à partir d'équilibres, mais des déséquilibres permanents. Les caractéristiques de la conscience seraient en perpétuelle transformation. Chacun de nous serait donc en continuelle transformation. La tyrannie de la matière serait une obligation à la poursuite d'une évolution. Il n'y aurait aucun sens à vouloir justifier son existence. Sauf à la nécessité d'acquérir de nouvelles capacités de raisonnement qui permettraient de comprendre la nature spirituelle de l'univers, pris dans son concept global. Différents niveaux d'évolution seraient accessibles au fur et à mesure des différents épisodes de la métempsychose. Des très hauts niveaux de réalisation spirituelle pourraient être obtenus où seule la force de la conscience serait suffisante pour pouvoir ensuite servir de guide spirituel. Le recours aux strates de la métempsychose ne serait plus nécessaire. Il est concevable d'envisager un univers de la conscience, sans le recours inéluctable et épisodique à la métempsychose, dès l'instant où les cycles seraient achevés. Les passages épisodiques dans l'univers physique seraient terminés. S'agirait-il de l'accès à un monde parallèle à celui qui nous habite actuellement? Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Chapitre 3. La conscience ufologique. Des phénomènes aériens, ne correspondant pas à notre technologie, sont observés en permanence partout sur notre planète. Leurs manifestations sont extrêmement déroutantes. Ces phénomènes seraient étudiés depuis près de 70 ans. Il s'avère qu'ils auraient été présents dans notre atmosphère depuis déjà plusieurs siècles. La présence de ces objets aériens serait, pour une grande majorité d'entre eux, de nature physique, mais pas seulement et pas tous. Ces objets apparaissent vouloir obéir à une attitude volontariste d'une apparente surveillance des matériels nucléaires civils ou militaires. Ils se manifestent souvent par escadrilles et au cours de certaines périodes et sur des zones géographiques bien précises. Leur modèle d'apparition pourrait s'apparenter volontairement à nos divers niveaux de culture. La science, officielle, incapable d'expliquer les natures du phénomène ovni préfère les éluder tout simplement. Il est vrai que leurs apparitions, complètement inconvenantes envers nos schémas de la physique classique, ne permettent pas de les expliciter à l'aide de nos connaissances actuelles. Les phénomènes ufologiques posent un très grave problème de conscience à l'espèce humaine, dans sa globalité. Les interactions causées par ce problème particulier sont efficientes sur nos modes de pensée ou d'intention à leur égard. Ils seraient, apparemment, également capables d'interagir sur notre psychisme. Une étude consciente de ces phénomènes aériens oblige à prendre en considération de nouveaux concepts sur l'information en ce qui concerne son état de réalité, qu'il soit virtuel ou potentiel. Il s'avère, effectivement, que c'est notre conscience qui, en traitant une information, la considérera possible ou réelle. La modification de l'état de conscience de l'espèce humaine, pris dans sa globalité, pourrait être un facilitateur de compréhension. Des modifications de perception sembleraient permettre de pénétrer dans des autres plans de vérité, inconnus à nos cultures. Une nouvelle approche de l'ufologie permettrait de prendre en considération une conscience multidimensionnelle de ces phénomènes d'apparitions aériennes. L'aspect physique de ces objets s'accompagnerait de leur implication psychique. En effet, ces apparitions démontreraient que des intelligences appelées exogènes, qui sont donc extérieures à nos niveaux de conscience et de compréhension, auraient la capacité d'accéder à notre psychisme et connaîtraient ainsi nos modèles de pensée. Leur conscience exogène aurait la propriété d'utiliser des états modifiés de notre conscience pour pouvoir se manifester à notre égard. Ils utiliseraient nos mythes, nos symboles et notre inconscient pour capturer notre attention à de nouveaux paradigmes. Le paradigme étant un modèle cohérent de représentation de notre récente conscience à l'égard des nouveaux édifices de la pensée. Ces nouveaux édifices résultant des données apportées par l'information quantique qui est très différente de notre conscience, actuellement basée sur les applications de la physique classique. Ces paradigmes auraient pour volonté d'établir d'autres modèles de conception de notre environnement, devant être mis à la disposition de notre conscience. Il s'agirait là d'une approche métaphysique qui permettrait de comprendre les implications de notre conscience à de nouveaux concepts de compréhension à la multidimensionnalité du réel.
La mécanique quantique nous permettrait d'évaluer que la réalité ne serait pas ce que nous percevons de notre univers physique, mais plutôt une superposition de tous les possibles, soit un volume considérable d'informations en couches superposées. Des modifications de conscience auraient été observées à la suite de rencontres avec des ovnis. Ces études ne résultent pas d'organismes scientifiques. Cependant, de nombreux chercheurs se rallient à des organismes officieux qui se chargent de la collecte d'informations auprès des témoins. La démarche de ces organismes est d'évaluer le niveau de crédibilité du témoin, en fonction de ses compétences, de son lieu géographique et de ses conditions d'observation ainsi que de sa sincérité. Il est estimé qu'environ 150 millions de témoins auraient été répertoriés à travers la planète, dont le pourcentage de crédibilité n'excéderait pas 20%. À partir de la collecte admissible, des éléments d'étude auraient été déterminés, à partir de 4% des cas sérieusement exploitables. Il convient aussi de prendre en considération que dans les cas de contact, seuls 10% des personnes en apporteraient le témoignage, en raison des campagnes de dénigrement soigneusement orchestrées. Des centres d'intérêt en auraient ensuite été établis. L'approche des relations existantes entre des apparitions ufologiques et de leurs conséquences auprès des témoins résulte des nombreuses implications sur leur conscience. L'interférence entre ces objets et les personnes qui y sont impliquées est flagrante. La relation entre le facteur exogène des observations et les conséquences sur le comportement ultérieur des témoins a pu ainsi être déterminée, à partir des influences directement établies. L'importance de ces influences n'est évidemment pas facile à déterminer. Toutefois, des constats sont mis en évidence. L'un d'entre eux consiste d'abord de devoir constater le caractère invasif des consciences exogènes sur les témoins. Les entités, supposées être présentes dans les ovnis discerneraient parfaitement les intentions suscitées par les conséquences de leurs apparitions. Des injonctions particulières apparaîtraient émaner de ces expériences ufologiques sur les témoins, sans que ceux-ci n'aient la faculté de s'y opposer. La perception des témoins semblerait également modifiée, à partir de ces injonctions, en les transposant dans de fausses réalités, concernant les conséquences des observations. Les interférences entre le phénomène ovni et les témoins sont nombreuses. Les témoins ont souvent le sentiment d'être observés, avant même qu'ils aient pu se rendre compte de la présence d'un objet volant ne correspondant pas aux caractéristiques normales de notre environnement aérien. Ces témoins auraient alors conscience que cet objet présentait la volonté délibérée d'être observé. Des témoins affirment être dans l'incapacité de pouvoir agir en pleine conscience, soit par une action télépathique, soit par l'action d'un objet pointé dans leur direction. D'autres catégories de témoins seraient conscientes d'un isolement sensoriel consécutif aux influences exogènes. Ces interférences particulières résulteraient d'observations rapprochées avec ces influences exogènes. Il y aurait aussi une différence de perception de l'espace et du temps. Dans ces interactions, certains témoins se retrouvaient à l'intérieur d'un espace et d'un temps complètement différent de celui où ils se trouvaient avant l'intervention exogène. Il y aurait ainsi une altération de l'état normal de conscience de ces personnes par des phases de silence et d'isolation totaux. Il y aurait, pour certains autres témoins, une transmission volontaire d'informations particulières. La particularité résiderait dans le fait que ces informations n'entraîneraient pas de conséquences psychologiques sur la conscience des témoins. Il pourrait s'agir de conventions télépathiques établies par le phénomène exogène. Cependant, d'autres interférences exogènes relatent des conséquences volontaires sur la conscience des témoins. La vie des témoins s'en trouverait alors complètement transformée, y compris leur vision précédente qu'ils avaient et qui concernait l'organisation consciente sur la réalité de la vie. Ces cas particuliers feraient prendre en considération qu'il pourrait y avoir une action volontaire, de la part d'auteurs exogènes, d'interférer sur la conscience humaine. Cela sous-entendrait que cette action exogène délibérée pourrait être considérée comme faisant partie de programmes planifiés. Ils auraient pour conséquence une volonté d'influence sur les modèles de pensée de l'espèce humaine. Il pourrait également y avoir une volonté de substitution de réalité. Ce concept résulterait de la volonté exogène de remplacer la réalité des conséquences de l'interférence volontaire exogène par une situation fictive créée dans l'inconscient du témoin, afin que son témoignage puisse être décrédibilisé à la suite de son récit.
Cela accréditerait, soit la thèse d'une volonté de dissimulation de la part de la conscience exogène qui chercherait ainsi à cacher sa véritable action sur notre espèce, soit afin de pouvoir éviter les conséquences traumatisantes de leur action exogène. Toutefois, les témoignages d'enlèvement démontreraient une totale prise de pouvoir sur les victimes de ces opérations. Il est estimé que plusieurs millions de personnes, à travers la planète, auraient fait l'objet de kidnappings extraterrestres, de façon brutale. Ces personnes enlevées auraient été extrêmement traumatisées par leur expérience. Il s'avérerait que l'interférence volontaire sur les humains à partir des enlèvements correspondrait à une volonté d'action constante et à long terme sur la conscience humaine. Toutefois, il convient de prendre en considération que ces agissements exogènes pourraient avoir des origines multiples, n'ayant pas de relation les unes avec les autres. Ces phénomènes exogènes paraissent vouloir nous faire prendre en considération que nos orientations humaines actuelles seraient vaines d'utilité. La réalité de l'univers physique ne serait pas dans nos croyances, mais dans nos consciences et notre implication avec une conscience globale devra être mise en évidence. Derrière la structure physique de l'univers et de ses formes, il y aurait un modèle dynamique continu où lorsqu'une de ses parties serait affectée, c'est tout l'ensemble qui le serait également. L'univers physique serait une entité, confrontée à une interdépendance permanente entre ses innombrables dimensions. Le phénomène des interactions exogènes pourrait en représenter un de ces liens. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Chapitre 3. Une symbolique. Les objets physiques ne seraient que des symboles. Or, la conscience interférerait avec différents types de symboles à des niveaux différents de la compréhension. L'identité de chaque personnalité utiliserait la conscience pour exprimer une réalité à partir d'un plus grand nombre possible de symboles à travers un symbolisme changeant. Chaque symbole deviendrait alors lui-même conscient et individuel. Le spirituel créerait ainsi de nouvelles réalités devant être explorées. Dans le sens opposé, le spirituel utiliserait la conscience différemment afin d'y sonder sa propre expérience, elle, dépourvue de symboles. Pour chacun d'entre nous, notre représentation physique serait notre symbole le plus évident. Des stades de conscience continueraient à apparaître à partir de l'utilisation des symboles physiques. À un stade plus élevé de la conscience, les symboles n'ont plus leur utilité, la créativité s'exercerait sans leur fonction. À partir des symboles représentatifs, dans l'éveil ou dans le rêve, certains apparaîtraient dans plusieurs zones de la conscience. Les symboles seraient des zones d'indication du stade de la conscience dans lequel chacun se situerait. Les symboles seraient des représentations concernant des réalités dans lesquelles nous serions impliqués. L'univers du rêve apparaît aussi objectif que celui de notre réalité physique. Il s'agirait aussi d'une symbolique dont la réalité se comporterait d'une façon totalement différente. Dans cet autre environnement, aucun enchaînement logique du physique ne serait plus applicable. Il s'agirait d'une autre zone de la conscience dont l'environnement serait totalement différent. Une zone où les sentiments ne seraient plus limités dans un cadre rigide des instants successifs. Ils seraient exprimés d'une façon immédiate où le rythme de la conscience serait accéléré. L'univers physique s'étend dans l'espace, celui de la conscience s'étendrait dans un tout autre contexte. Il se réaliserait dans un état de simultanéité. Les formes de la pensée, par exemple, sont activées bien avant la maîtrise d'un langage. Le son fait lui aussi partie des symboles. Notre capacité à penser, sans qu'elle soit pour autant exprimée, serait elle-même audible à d'autres niveaux de perception. Les symboles multidimensionnels contiendraient toutes les réalités. Des états intermédiaires permettraient d'expliquer les différentes parties d'une personnalité. Dans les différentes étapes de la conscience, des zones correspondant à d'autres systèmes de pensée nous seraient accessibles et inversement, en ce qui concerne notre propre système. La probabilité des systèmes serait une zone ouverte vers de multiples dimensions. Des états de conscience se mêleraient les uns aux autres. Des personnalités, sans réalité physique, seraient susceptibles d'être connectées à notre système de réalité, pour y assurer un rôle de tuteur. Ces systèmes seraient liés à des zones incorporelles de la conscience. Ils le seraient ainsi à des zones indépendantes de la conscience par rapport à la matière. Notre univers physique résulte de la construction par la matière. Il serait pourtant constitué d'une zone d'antimatière.
La composition électromagnétique de nos pensées ne pourrait s'accommoder de cet univers si particulier. La conscience ne serait qu'un attribut de l'identité d'une personnalité. Lorsque l'on parvient à intégrer la conscience comme réalité, on comprend mieux ses différents aspects. Or, savoir utiliser sa conscience permet de mieux comprendre sa propre réalité physique et de pouvoir l'utiliser en sachant qu'il s'agit d'une des multiples réalités. Il y aurait des systèmes de mémoire dans l'organisation de la conscience. Nos systèmes de mémoire seraient tous connectés ensemble. Nous aurions donc aussi une mémoire de nos vies passées. Elle serait le potentiel de notre personnalité. Il conviendrait de prendre en considération que la réalité multidimensionnelle de la pensée enrichit la conscience. Le développement résulterait des pensées et des actes du passé et du futur et aussi par l'acquis des existences alternatives. Des systèmes adjacents existeraient, que nous ne percevons pas, dans les conditions normales de notre organisation physique. Une focalisation alternative permettrait de les recenser comme systèmes probables. La notion de création est difficile à concevoir dans l'univers physique. Notre présence physique nous empêcherait de comprendre que notre cadre de référence présenterait une contradiction entre une action simultanée et une action sans fin. Nos concepts de temps et d'espace nous suggéreraient une existence continue à l'intérieur d'un cadre temporel. Si nous sortons de ce cadre de référence, nous sommes alors contraints de prendre en considération des notions d'action simultanée, inachevée et infinie. Tout se passerait en même temps, sans début ni fin. Une structure achevée supposerait une fin à la créativité, dans un ordre précis. Il y aurait des états accomplis, mais tout en conservant la liberté de création. Cette complexité d'interprétation résulterait des facultés propres à la liberté d'autocréation. Dans le physique, chacun peut utiliser ses propres facultés. L'identité personnelle permettrait d'intérioriser chacune des actions physiques. Le degré de conscience serait proportionnel à la valeur intrinsèque de chaque présence physique, dans cet univers. Chaque personnalité peut décider d'utiliser une partie de son énergie, dans des réalisations apparemment inférieures, pour notre niveau de perception. Les animaux développeraient les mêmes niveaux de conscience individuelle. Pour qu'une identité, quelle qu'elle soit, puisse s'organiser physiquement, elle doit requérir un grand niveau de conscience. Chaque organisme complexe serait très exigeant en la matière, tout particulièrement pour ce qui concerne sa compréhension du modèle d'énergie organisée. Toute conscience a la nécessité de maintenir une forte individualité parmi les ensembles changeants. Tous les animaux, y compris la variété humaine, connaîtraient les périodes de métempsychose. Les périodes transitoires leur permettraient de réaliser des ensembles de conscience. Les facultés, mises en commun, permettraient les changements d'espèce. Chaque identité serait exponentiellement enrichie par les perceptions communautaires. Tout modèle de pensée comprendrait une forme électromagnétique qui serait propulsée dans chaque système de réalité. De la même façon, d'autres systèmes de réalité pourraient transmettre leur modèle énergétique dans le nôtre. Il conviendrait de préciser que, concernant la théorie de l'évolution des espèces, ce serait la conscience, liée à chaque espèce, qui ferait évoluer chaque forme. Ce serait la conscience évoluée qui formerait les multiples schémas. La conscience d'un ensemble n'a pas de rapport avec la construction des atomes, des molécules et des cellules. Elle coordonnerait l'organisation complexe où chacun des éléments, composant l'identité, possède sa propre conscience. Les systèmes théoriques sont développés pour une meilleure compréhension dans l'organisation du physique. Ils n'ont pas de valeur dès qu'ils sont confrontés aux autres systèmes de réalité. Nous serions insérés dans un modèle, spatio-temporel, qui ne prendrait pas en considération ces autres réalités. Notre erreur fondamentale proviendrait de notre incapacité à prendre en considération que, la vie, peut se répandre partout et de manière exponentielle. Dans un tel contexte, le passé, le présent et le futur se confondraient. Il n'y aurait donc pas de logique à ce que le passé serve d'appui. Nous sommes biologiquement et chimiquement une partie intégrante de notre planète, sur le plan physique et énergétique. Notre identité comprend aussi la personnalité et la conscience. Le temps qui se raccorde à notre identité physique constituerait une partie d'autres événements qui sépareraient les événements eux-mêmes, d'où cette notion d'espace. En fait, ce qui séparerait les événements ne serait ni le temps, ni l'espace, mais notre perception arithmétique de l'organisation psychique de l'expérience.
Le rattachement à la multidimensionnalité de la réalité corrige la matérialité dans une forme tridimensionnelle. L'entité comprend la personnalité et l'identité qui peuvent être provisoirement rattachées à ce type d'univers physique, pendant que la conscience serait, elle, partie intégrante de cette multidimensionnalité de la réalité. Les événements seraient composés d'unités possédant chacun leur propre niveau de conscience. Ces unités d'événements formeraient ce qui nous semble être du temps, pendant que les atomes, les molécules et les cellules formeraient ce qui nous semble être de l'espace. Ces unités seraient des sources énergétiques non matérialisables. Chaque cellule a la capacité de se fusionner dans n'importe lequel des organes constitutifs d'un ensemble. Ceci est valable depuis le végétal jusqu'à toutes les formes animales. Les cellules peuvent développer tous les mécanismes perceptifs inhérents à toutes les formes de la vie. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Chapitre 3. L'allocation universelle. Autrement dit, ce serait une allocation universelle d'un montant qui suffirait à couvrir les besoins essentiels, que tout citoyen recevrait de toute façon, sans formalité ni condition. Le revenu de base accorderait à chaque personne légalement établie dans le pays le droit à une existence économique digne. Nul ne pourra plus être dans la précarité ni marginalisé parce qu'il n'a pas un revenu suffisant. Puisque tout le monde le reçoit, ce n'est pas une prestation sociale. Comme tout le monde le reçoit, personne ne peut être stigmatisé ni culpabilisé. C'est une différence fondamentale avec les systèmes de protection sociale actuels. Il remplace les prestations sociales actuelles jusqu'à hauteur de son montant. Il n'est plus nécessaire de demander une prestation sociale lorsque nous ne pouvons trouver un travail ou que notre activité n'est pas rémunérée. Le revenu de base est inconditionnel et se substitue à l'assurance chômage, l'aide sociale, l'AVS, etc., jusqu'à concurrence de son montant. Les besoins en su resteront couverts de la même manière que maintenant. Il s'impose dans une économie qui ne peut plus garantir le plein emploi. Le chômage est devenu une conséquence systémique de la rationalisation et de la recherche de profit des entreprises. Il frappe déjà particulièrement les jeunes, les moins jeunes ou les profils moins compatibles avec le marché de l'emploi. Dans ce contexte, les mesures de réinsertion ne peuvent représenter de véritables solutions. Le revenu de base lui permet un partage intelligent du travail, en donnant la liberté aux uns de travailler moins, et aux autres qui le souhaitent de simplement travailler, ou de travailler plus. Il permet à l'homme de valoriser son plein potentiel créatif. Les progrès industriels nous ont promis de largement libérer l'homme de la contrainte du travail. Le revenu de base, en accordant à chacun la sécurité économique, réalise cette promesse en donnant à chacun le choix entre une activité plus lucrative ou plus créative, artisanat, art, recherche, relations humaines, etc. Il est discuté dans le monde entier et soutenu par différents réseaux et personnalités. Tout au long de l'histoire, et cela d'un bout à l'autre du spectre politique, de nombreuses personnalités se sont prononcées en sa faveur ou pour un type d'allocation similaire. Citons par exemple le prix Nobel de l'économie Milton Friedman, impôt négatif, ou le philosophe André Gorz, allocation universelle. Aujourd'hui, certains modèles de revenus de base existent déjà, Iran, Alaska, sont en phase d'introduction, Brésil, ou en discussion à l'échelon gouvernemental, Inde, Allemagne. Il peut être financé. Un revenu de base peut être financé par le transfert du montant économisé sur les prestations sociales et du montant économisé par les entreprises avec la réduction de leurs charges salariales, assorti d'un impôt complémentaire qui devrait épargner les revenus modestes. Le revenu de base inconditionnel, RBI, est un versement mensuel par une caisse publique, à chaque individu, d'une somme d'argent suffisante pour couvrir les besoins de base et permettre la participation à la vie sociale, comme une rente à vie. C'est la concrétisation d'un droit humain fondamental. L'idée est soutenue de longue date par de nombreuses personnalités, de tous horizons politiques, de toutes confessions et de toutes nationalités. Elle est connue sous des appellations diverses, allocation universelle, revenu d'existence, revenu citoyen, revenu universel, revenu social garanti, dividende universel, revenu de vie, etc. Le revenu de base n'est pas une prestation sociale et ne doit pas être confondu avec le salaire minimum, l'assurance chômage, l'aide sociale ou toute autre prestation attribuée de manière conditionnelle.
Le revenu de base, lui, est automatique, inconditionnel et inaliénable. Il concerne tout le monde, riche ou pauvre. Il est attribué à chaque individu, de la naissance à la mort. Son montant est suffisant pour garantir à chacun une existence décente quoi qu'il arrive. Il est cumulable avec les autres revenus, salariés ou non. Le revenu de base est donc versé aux individus et non aux foyers, ménages. Cumulable avec les autres revenus. Versé sans qu'il y ait exigence d'effectuer ou d'accepter un travail. D'un montant suffisant pour couvrir les besoins de base et permettre la participation à la vie sociale. Le revenu de base rend la justice sociale compatible avec l'efficacité économique. C'est le principe de solidarité le plus libéral que l'on puisse imaginer, il permet d'assurer l'existence individuelle et la cohésion sociale, sans les rigidités de l'interventionnisme et les lourdeurs de la bureaucratie. Plusieurs variantes sont discutées concernant sa mise en pratique. Le revenu de base ne se situe pas d'un côté de l'échiquier politique, il trouve des soutiens et rencontre des réserves d'un côté comme de l'autre des frontières politiques traditionnelles. Découpler activité professionnelle et revenus, une nécessité. Ni l'emploi salarié, ni les revenus du capital, ni les prestations sociales actuelles ne peuvent prétendre désormais garantir le droit à l'existence de chacun tel que défini à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. De par son inconditionnalité, le revenu de base brise la chaîne qui fait dépendre la couverture des besoins vitaux de l'accomplissement d'un travail rémunéré. Ce découplage partiel entre emploi et revenu est nécessaire en raison de la disparition des emplois stables traditionnels. Le chômage et la précarité sont en majeure partie la conséquence d'une dynamique de rationalisation et d'automatisation qui rend l'objectif du retour au plein emploi caduc, du moins sous les conditions que nous avons connues durant 50 ans après la Seconde Guerre mondiale. La flexibilité de l'organisation des entreprises modernes entraîne actuellement une instabilité croissante de l'emploi rémunéré. En Suisse, en raison de la très forte compétitivité du pays, le taux de chômage reste relativement bas et l'importance des emplois précaires pour l'instant limitée. Néanmoins, il serait illusoire de considérer la Suisse comme une île coupée du reste du monde. Dans ces conditions, qui travaillera encore? Dans la grande majorité des cas, la jouissance du revenu de base n'incitera pas les gens à quitter leur emploi, notamment parce que son montant ne suffira pas à couvrir tous leurs désirs de consommation. Rappelons que le montant du RBI envisagé est de francs suisses 2500 par mois seulement. Le salaire minimum réclamé par les syndicats est de francs suisses 4000. Le salaire médian est de francs suisses 6200. D'autre part, de nombreux travaux utiles et nécessaires contribuent à la production de richesses, mais ne sont pas rémunérés, familles, bénévolat, associations, etc. Loin d'être un encouragement à la paresse, le revenu de base permettra à chacun, dans la mesure de ses capacités et de son désir, de s'engager de manière sereine, libre et responsable, dans des travaux essentiels pour l'intérêt général que les emplois traditionnels n'ont pas vocation à assumer. Le travail est toujours d'actualité et sa tâche est immense. Il est plus que jamais nécessaire que chacun puisse travailler, d'abord à prendre soin de lui-même, de ses parents, de ses enfants et de ses proches, travailler ensuite pour contribuer au bien commun accessible à tous, connaissances, art, culture, logiciels, etc., travailler enfin à inventer et à mettre en œuvre à toutes les échelles les moyens qui permettront de léguer une planète vivable aux générations futures. Le revenu de base change aussi la donne pour les personnes aujourd'hui bénéficiaires de prestations sociales soumises à conditions de ressources ou de rente d'invalidité. Le revenu de base est en effet cumulable avec la rémunération du travail qui garde ainsi toute son attractivité financière. Le retour à une activité lucrative n'est plus pénalisé par le risque de perdre une prestation sociale quelconque. Pour quel salaire? Le revenu de base change le caractère du marché du travail. Pour la première fois dans l'histoire économique et sociale, le salaire direct versé par l'employeur n'a plus besoin de couvrir les besoins élémentaires de l'existence, puisque ce besoin est désormais couvert par le revenu de base. Pour la même raison, en dotant le demandeur d'emploi d'une assise matérielle suffisante, le revenu de base lui rend sa liberté contractuelle et donne enfin au marché du travail le caractère d'un vrai marché. C'est avant tout dans la zone des bas salaires, lors de la négociation,
que le revenu de base renforce la position de demandeurs d'emploi ayant désormais la possibilité de refuser une offre qu'ils jugent insuffisante, ce qui entraînera une revalorisation de ces emplois. Pour l'entreprise, l'instauration du revenu de base inconditionnel n'apporte pas de bouleversement, selon les modèles de financement retenus, soit la masse salariale restera en gros la même, dans ce cas, la contribution à la caisse du RBI sera prélevée directement et uniquement sur les salaires, soit, si c'est l'entreprise comme telle qui est taxée, la diminution relative de la masse salariale au sens strict, salaire net, sera compensée par la contribution de l'entreprise au financement du revenu de base. Mais, quel que soit le cas de figure, le montant du revenu total du salarié ne changera pas, sauf dans le cas indiqué plus haut. Enfin, dans une certaine mesure, la nouvelle liberté contractuelle du salarié vient légitimer celle de son employeur et lui permet de mieux adapter ses besoins en personnel à la marge de son affaire. La valeur éthique du travail. On aurait tort de limiter la valeur du travail à sa valeur marchande, comme cela se passe aujourd'hui de manière croissante. Après la disparition des travaux répétitifs et ennuyeux dans un environnement rigide, ce sont aujourd'hui la pression permanente, le stress et les menaces continuelles de restructuration qui tendent le plus souvent à détruire le sens humain et créatif du travail. Au contraire, le revenu de base rétablit la valeur éthique du travail, autant vis-à-vis de la société que de soi-même. Par ailleurs, la paresse n'est pas inscrite dans le génome humain, ce n'est qu'une réaction contre les travaux forcés. En accordant la liberté aux travailleurs de refuser le travail, on commence à les responsabiliser. On fait tomber le prétexte de la nécessité. Sans la liberté, il n'y a pas de véritable éthique du travail. Un droit fondamental. Le revenu de base n'est pas une assistance, il correspond à un droit humain. C'est pour cela qu'il est donné à tout le monde, indépendamment des besoins particuliers de chaque individu. Contrairement à l'aide sociale actuelle, le revenu de base n'est pas stigmatisant puisqu'il est pour tous. Il reconnaît la valeur de la participation sociale de chacun et permet de s'affranchir de l'idée du travail rémunéré comme norme qui a pour conséquence que ceux qui sont privés d'un emploi ont moins de valeur que les autres. Le revenu de base supprime donc cette pression qui pèse à la fois sur les chômeurs, les assistés et surtout ceux qui pourraient un jour le devenir. Financement. Mis à part ces effets dynamiques, qui sont difficiles à estimer, du point de vue économique, le revenu de base inconditionnel est un jeu à somme nulle, la valeur ajoutée du pays ne change pas d'un seul franc, mais sa répartition se modifie considérablement. Désormais une partie de la richesse créée va à l'ensemble de la population résidente sous forme de RBI, avant toute répartition entre salaires et rémunération du capital investi. La question qui reste alors à débattre concerne le canal par lequel on réalise l'opération. Dans la majorité des cas, le revenu de base ne s'ajoute pas au revenu total, mais en devient la composante qui sécurise la part de revenu couvrant le besoin vital. Cela signifie qu'au lieu de recevoir tout son revenu de l'activité lucrative, ou de prestations sociales, on reçoit d'une part le revenu de base et d'autre part, les autres revenus en complément. Une autre manière de se représenter ce mécanisme, la partie du revenu du salarié couvrant le besoin vital est versée au travers de la caisse du revenu de base, à laquelle cotise l'employeur. Si nous prenons par exemple comme base de calcul un RBI de francs suisses 2500 par mois pour un adulte et de francs suisses 625, un quart, par mois pour un mineur, la masse financière totale se monte à quelque 208 milliards par année, soit environ un tiers du produit intérieur brut, richesse créée en une année dans le pays, en 2011 environ 600 milliards de francs suisses. Mais comme nous allons le voir ci-après, seule une petite partie de cette somme est à trouver, car la plus grande partie est simplement réaffectée au financement du RBI sans que cela ne change les dépenses de l'État. 3 sources de financement sont à distinguer, les 2 premières ne représentant qu'un transfert de charges, la dernière, restant à trouver. La première source de financement est le transfert de la part des coûts des assurances et prestations sociales, allocations et autres subventions actuelles que le RBI rendra inutiles. Selon les approches, le montant de ce transfert se situe aux alentours de 62 milliards. La deuxième source de financement, que l'on évalue à quelque 128 milliards, est le transfert de la part des revenus du travail que le RBI remplace. Ce montant sera financé par les entreprises et correspondra grosso modo à la part de salaire qu'elles n'auront plus à verser aux travailleurs qui la toucheront désormais sous la forme du RBI.
Enfin, la troisième source de financement correspond à la différence entre le coût total du RBI et le financement déjà disponible, le total des transferts cités plus haut, soit 208 milliards moins 62 milliards moins 128 milliards égale 18 milliards. Cette somme correspond approximativement à l'effort réel du RBI, c'est-à-dire l'augmentation réelle de revenus pour une partie de la population. L'équation de base étant ainsi posée de façon quelque peu simplifiée, il faut bien se rendre compte que les différents canaux de financement sont interdépendants. Quel que soit le mécanisme concret retenu, le financement reposera sur un nouveau principe de répartition de la valeur créée par l'activité économique. Cette valeur ne sera plus répartie en deux, mais en trois parts, celle des salaires, celle des profits et celle du RBI. En effet, comme le relève aussi le prof émérite Peter Ulrich, fondateur de l'Institut d'éthique économique de l'Université de Saint-Gall, dans l'introduction de notre livre sur le financement, le revenu de base n'est pas une nouvelle méthode de redistribution a posteriori du revenu, mais un nouveau paradigme de sa répartition primaire. Cela signifie que le prélèvement du PIB nécessaire au financement du revenu de base se fait, à la source, là où sont générés les profits et la masse salariale. Différentes propositions de modèles de financement existent à ce jour. Elles diffèrent en substance sur la méthode de prélèvement de la part de la création de valeur nécessaire et sur le financement du solde, les deux pouvant être couverts en bloc par une seule et même méthode de prélèvement suivant le modèle. On peut se référer à titre d'exemple au modèle présenté dans notre livre édité en 2010. Le financement d'un RBI inconditionnel qui propose trois modèles et un quatrième plus récent dérivé de celui élaboré par l'économiste suisse, M. Martino Rossi. Ces quatre modèles démontrent que le revenu de base est finançable, que cela soit par une adaptation de la TVA, un impôt fédéral direct à taux fixe sur le revenu, un prélèvement à la source sur la valeur ajoutée nette des entreprises ou une combinaison de ces différentes approches. Le plus probable sera une solution mixte entre ces différentes possibilités. Pour le solde de 18 milliards à couvrir, s'il n'est pas déjà inclus dans l'une ou l'autre des approches énumérées ci-dessus, plusieurs pistes sont à étudier. Parmi celles-ci, une taxe sur les transactions financières, type taxe Tobin, une taxe sur l'empreinte écologique, une adaptation de l'impôt fédéral direct, une augmentation de quelques points de la TVA, une réaffectation de la création monétaire, etc. Quelle que soit la méthode qui sera en fin de compte retenue par le Parlement, il est important que celle-ci répartisse la charge de financement proportionnellement en fonction de la valeur produite, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les cotisations sociales. La proportionnalité est un élément clé pour que l'insertion professionnelle reste économiquement attractive et que l'effet redistributif du revenu de base puisse s'opérer. En résumé, quel que soit le cas de figure, ce n'est pas le volume total du RBI qui est à financer, car pour l'essentiel il s'agit du même argent dépensé autrement. Pour une majorité des salariés, le revenu total ne change pas de manière significative, il se compose désormais d'un salaire direct et du RBI. Seules les personnes dont le revenu total augmente en raison du RBI, qui exercent des activités peu ou non lucratives, ainsi que les familles, occasionneront des coûts supplémentaires. On peut situer ces derniers aux environs de 18 milliards par année. Pour les entreprises enfin, les coûts d'exploitation devraient être sensiblement les mêmes. Selon la solution retenue, le financement du revenu de base peut soit passer par un prélèvement obligatoire sur la création de valeurs économiques, soit s'appuyer sur la fiscalité directe ou indirecte. Mais quoi qu'il en soit, il faut distinguer le financement du revenu de base de celui de l'action de l'État en général. Même si l'on a recours à l'impôt, dans le cas du revenu de base, la ponction fiscale ne bénéficie en aucune manière à l'administration publique ou à une quelconque politique interventionniste. C'est de l'argent qui va de l'économie privée à l'économie privée via la satisfaction des besoins vitaux de la population, l'État n'y joue qu'un rôle fiduciaire, tandis que la liberté individuelle, telle qu'elle s'exerce aussi dans le cadre de l'économie de marché, reste intacte. Au contraire, en étendant la liberté contractuelle aux travailleurs sur un marché du travail enfin digne de son nom, le revenu de base va clairement dans le sens de la liberté individuelle. D'autre part, le revenu de base permettra certainement de réduire le poids et le coût de la bureaucratie sociale tout en restituant au travail social toute sa dimension de soutien et d'accompagnement. Enfin,
considéré d'un point de vue politique, en réduisant l'influence de l'État sur la vie privée du citoyen, surtout quand il est de conditions modestes, le revenu de base contribuera à développer la démocratie et la liberté individuelle. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise.